Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous pour l'invitation. Merci à FMAPAT. Merci au Club Thorax de me faire confiance. Et donc, le sujet qui m'avait été proposé, celui de poumons et peau. Et je remercie mes collègues cliniciens, pneumologues et internistes, et même infectiologues aussi, pour les images que je n'avais pas. Et donc, l'interaction peau-poumon, elle est fréquente. Alors, c'est quand même pas une présentation classique, poumon et peau. Et pourtant, il y a beaucoup de pathologies qui sont intriquées. Et en médecine traditionnelle chinoise, on dit même que l'énergie de la peau et du poumon est la même, puisque c'est une énergie qui traîne entre l'intérieur et l'extérieur, qui peut être intéressante. Je revenais bien entendu sur une médecine beaucoup plus scientifique et classique, mais c'était juste pour montrer que l'interaction peau-poumon est peut-être un peu sous-estimée, et vous allez voir qu'il existe un certain nombre de pathologies intriquées. Et donc, quel est l'intérêt pour le radiologue d'avoir un rapport avec le clinicien? Il va y avoir deux choses. Il va falloir premièrement savoir répondre à la question qui est posée par le dermatologue. Lorsque le dermatologue nous envoie un examen d'imagerie, qu'est-ce qu'il attend de nous? Et la deuxième chose, c'est quand est-ce que nous, en tant que radiologue, on va inviter le clinicien à voir un dermatologue, en fonction des présentations en imagerie. Et donc la gamme elle est large, et je vais vous présenter le plan suivant. Le premier, c'est auto-immunité et pathologie inflammatoire. Le deuxième point qu'on va aborder, c'est les pathologies infectieuses, la génétique, les cancers et les médicaments, et je vais respecter mon temps de 20 à 25 minutes. Alors le premier point, c'est l'auto-immunité et les pathologies inflammatoires. Et donc je vais vous demander, puisqu'il y a un certain nombre de cliniciens dans la salle, de voir quelle est la pathologie clinique cutanée. Et donc, quand le dermatologue demande une imagerie, qu'est-ce qu'il attend du radiologue? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Peut-être même que les radiologues vont répondre. Et le poil rouge, c'est... Avec un poil. C'est aussi de la flèche. Alors donc, c'est un érythème noueux, et donc le dermatologue demande un scanner pour bilan d'érythème noueux. Et donc, qu'est-ce que le radiologue, qu'est-ce qu'il attend de l'interprétation, et qu'est-ce qu'il attend sur un scanner thoracique? Est-ce qu'il attend que le scanner soit normal? Est-ce qu'il recherche des arguments pour une granulomatose, qu'elle soit tuberculose ou sarcoïdose, une embolie pulmonaire ou une maladie de P7? 2, 3. Ça manque un peu ou rien. On peut avoir un scanner normal avec un érythème noueux. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas d'embolie pulmonaire. Alors, le bilan d'un érythème noueux, souvent, il n'y a pas de cause retrouvée dans plus de la moitié des cas. Et les trois causes les plus fréquentes en France sont la sarcoïdose, les streptocoques et des entéropathies inflammatoires comme la dyskinose. Il y a plein d'autres pathologies, notamment les P7, les lupus, les hémopathies qui peuvent être à l'origine d'un érythème noueux. On a juste un point sur la sarcoïdose. Donc c'est une granulomatose systémique d'origine inconnue qui a un tropisme lymphatique et pulmonaire avec une atteinte thoracique qui est extrêmement fréquente. Plus de 90% des sarcoïdoses vont avoir une atteinte thoracique au moins un moment dans leur histoire, avec des micronodules périlymphatiques, des nodules, des masses, des signes de cluster, de la galaxie, une atteinte possible péribroncovasculaire, il peut y avoir une atteinte et une évolution vers la fibrose, et des adénomégalies, classiquement, on dit médiastinales hilaires, souvent non nécrotiques et non compressives. Vous avez ici des images de micronodules de distribution périlymphatique, c'est-à-dire des micronodules qui vont prédominer au niveau des lymphatiques. On ne sait pas vraiment où se trouvent les lymphatiques, mais on suppose qu'ils sont essentiellement au niveau des fissures, sous-pleurales, un petit peu en centrolobulaire, essentiellement dans l'espace péribroncovasculaire, c'est pour ça qu'on dit périlymphatique, parce que c'est le péri de la lymphe. Donc c'est essentiellement dans l'ensemble du compartiment du lobule pulmonaire secondaire et au niveau de l'espace sous-pleural et donc scissural. On a ici une atteinte aussi qui peut être péribroncovasculaire, avec surtout une atteinte ici, vous voyez, des masses de fibrose. Cette image elle est assez pathognomonique, c'est une girafe comme on dit. Quand vous avez des masses de fibrose bilatérales supérieures, avec vous voyez, une distorsion scissurale, une perte de volume, en général il faut évoquer une sarcoïdose ou ses deux amis en fonction des conditions conditionnelles que sont la silicose ou la béryose. Vous avez des adénomégalies ici, médiastinales et hilaires, qui n'ont pas l'air nécrotique. Et puis, vous pouvez avoir des patterns un peu plus différents. On peut avoir des patterns de pic aussi. On peut avoir un d'emphysème paracicatriciel dans certains types de sarcoïdose. Vous avez ici une image. Je remercie le docteur Gisèle Mourin. Un patient, si vous avez trouvé l'image, j'aurais pu éviter l'arrêt cardiaque. C'est un sarcoïde. C'est un homme de 65 ans qui avait déjà ces manifestations cutanées avant l'arrêt cardiaque, qui était une manifestation, du coup il avait une atteinte du nœud sinusal, et donc il a fait une sarcoïdose cardiaque qui a justifié, qui a nécessité son arrêt cardiaque.
une prise en charge aux urgences, et puis il y a eu un défibrillateur, il y a une atteinte pulmonaire et une atteinte cutanée qui avait précédé l'atteinte cardiaque. Donc c'est un sarcoïdose cardiaque, pulmonaire et cutanée. Mais aussi la maladie de B7, qui est une vascularité qui touche les vaisseaux de tous les calibres, artériels et aussi ça peut toucher les veines, des thromboses veineuses, ça évolue par poussée. Le diagnostic est purement clinique, c'est un diagnostic qui est difficile, il n'y a pas de critères biologiques pour la maladie de B7. L'atteinte pulmonaire est plutôt rare et elle est secondaire à l'atteinte vasculaire. Ce sont sous des infarctus pulmonaires, il peut y avoir de l'hémorragie intraalvéolaire, mais il n'y a pas d'atteinte parenchymateuse interstitielle liée à la maladie de B7 en soi, c'est vraiment secondaire à la pathologie vasculaire. Il y a quelques cas qui ont été rapportés, mais probablement par des atteintes fortuites, avec un pronostic qui est variable, mais qui est potentiellement sévère, sous une atteinte neurologique et vasculaire cardiaque. Voilà rapidement les différentes atteintes possibles de la maladie de B7 avec la classique aphthose bipolaire. Et puis vous avez ici des anévrismes. N'hésitez pas, même sur un scanner qui n'est pas guetté, à regarder les artères coronaires. Vous voyez un petit anévrisme coronarien. Vous avez ici des images d'anévrisme des artères pulmonaires qui sont partiellement thrombosées. Ici vous avez une embolie pulmonaire, un thrombus dans l'artère pulmonaire qui est élargi, avec aussi un diagnostic qui peut être fait et réalisé de manière assez simple. Vous avez des thrombines associées à un anévrisme avec un thrombus du ventricule droit. Il faut être sous-cortical, thrombus du ventricule droit associé à des anévrismes des artères pulmonaires. Et vous pensez en premier lieu à la maladie de B7. Vous avez ici des images d'infarctus pulmonaire avec des condensations périphériques, une petite clarté centrale et de l'hémorragie intra-alvéolaire possible autour des lésions d'anévrisme. Le dermatologue nous demande encore une image. Un phénomène de Raynaud, bravo. Et donc il le demande dans le cadre d'un bilan d'un syndrome de Raynaud qu'on va retrouver. Alors c'est très fréquent, le syndrome de Raynaud, mais il y a d'autres atteintes cliniques. Il va suspecter deux atteintes, qui fait qu'il va demander, il peut demander une imagerie. On va chercher éventuellement des vascularites. Vous avez une excellente présentation de Thomas hier, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce sont des maladies rares inflammatoires des vaisseaux, avec une classification complexe qui va dépendre du type de vaisseau et des anticorps. On peut avoir des anticorps donc les ANCA ou des anti-MVG dans le cas de la maladie de Goutte-Pasteur, et en fonction de l'atteinte et du calibre artériel, des atteintes qui peuvent être diverses. Les connectivites, qu'on appelle aussi les collagénoses, ce sont des maladies auto-immunes puisqu'elles vont être médiées par les anticorps. En fonction du type d'anticorps, on va s'orienter vers certains types de connectivites avec des manifestations systémiques qui peuvent être au premier plan. Une atteinte fréquente du poumon qui peut être spécifique ou non des connectivites, on va en aborder deux assez rapidement. Et l'atteinte thoracique est très importante puisqu'elle peut conditionner le pronostic, avec une atteinte qui peut être interstitielle, une atteinte des voies aériennes, mais vous savez qu'il peut y avoir aussi des atteintes pleurales, des atteintes diaphragmatiques qui peuvent être associées aux connectivités. Alors je vous ai mis les principales connectivites, puisque quand on dit connective, on a l'impression que c'est un fourre-tout, mais il n'y en a pas tant que ça, il y en a que 6. On peut éventuellement rajouter les 7e, la spondylarthroplastie anquilosante, mais c'est la sclérodermie, les myosites, les lupus, le gouge rouge aux graines, connectivite mixte et polyarthrose rhumatoïde. Donc là, sur les atteintes interstitielles qui sont liées aux connectivites, ce sont essentiellement des atteintes avec un pattern de type pneumopathie interstitielle non spécifique, on va parler de pattern de Pins. On retrouve essentiellement donc, dans la sclérodermie et la myosite. Et là, vous avez un schéma que je trouve assez intéressant, puisque les cercles extérieurs vont représenter la prévalence relative des pneumopathies interstitielles diffuses au sein de ces connectivites. Vous voyez, la polyarthrose rhumatoïde ne donne pas beaucoup en soi de pneumopathie interstitielle, mais comme elle est très fréquente, du coup elle est surreprésentée. Et ici, les cercles à l'intérieur, les zones internes, vont donner les pourcentages de patients au sein de ces patients qui vont avoir une pathologie interstitielle diffuse, qui vont présenter une fibrose progressive. Donc vous voyez que la polyarthrose rhumatoïde, 40% des patients qui ont une PID de polyarthrose rhumatoïde vont avoir une évolution fibrosante, progressive en tout cas, et 32% des patients avec une sclérodermie systémique, d'où l'intérêt potentiel de pouvoir les suivre. Donc on va faire un focus sur deux connectivites. La première, c'est une patiente de 31 ans qui a une sclérodermie systémique avec une image qui est assez pathognomonique, puisque vous avez une béance œsophagienne qui va être très évocatrice du diagnostic, avec un aspect de Pins vraiment typique, c'est-à-dire du verre dépoli sous-pleural, du verre dépoli périphérique, très périphérique, qui va relativement respecter la corticalité. Donc c'est vraiment la petite signature de la Pins, avec des bronches qui sont larges dans les zones de verre dépoli, c'est-à-dire des bronchectasies par traction, qui
peuvent être en faveur de signes de fibrose, avec peut-être ici, vous voyez, une petite distorsion scissurale, associée à une dilatation du tronc de l'artère pulmonaire et une perfusion en mosaïque secondaire à l'oligémie en rapport avec l'hypertension pulmonaire. Vous avez plein d'autres atteintes cutanées qui peuvent être en lien avec des connectivites, les papules sclérodermiques, les doigts boutinés, les calcinoses, le signe du chat, les mains de mécaniciens. Et on va faire un focus sur la connectivite qu'on appelait aussi dermatomyosite, qui est une des connectivites les plus graves. C'est une dermatomyosite à anticorps anti-MDA5. La classification des myosites est assez complexe. Il existe plusieurs formes de dermatomyosite et lorsqu'on a un anticorps anti-MDA5, on peut même avoir une attente dite dermatomyosite, mais sans atteinte cutanée. La classification des myosites n'est pas forcément la plus simple. Et pourquoi j'ai voulu faire un focus là-dessus? Puisque c'est une des pathologies qui peut être extrêmement grave, puisqu'elle peut s'exprimer dès le début, dès sa présentation clinique, comme chez cette femme, par une attente pulmonaire interstitielle sans forcément atteinte cutanée. Vous avez ici un pattern de pneumopathie interstitielle non spécifique associé à la pneumonie organisée, qui va se traduire par des condensations péribroncovasculaires assez denses avec du verre dépoli en mars 2018. Et puis très rapidement, cette femme qui n'avait aucun antécédent va avoir un pneumomédiastin, qui peut être une forme de révélation aussi il faut penser à la dermatomyosite aux anticorps anti-MDA5, et avec une évolution très rapidement progressive, et malgré une thérapie optimale, n'a pas réussi à survivre. En fait, elle a laissé les lésions parce que le traitement et le pronostic peuvent être très graves. C'est associé à des atteintes cutanées qui sont assez typiques pour le dermatologue, avec, on peut dire, des mains mécaniciens, un aspect aussi fissuraire des doigts, mais il faut quand même y penser dans une atteinte potentiellement inaugurale et pulmonaire, à faire le bilan économique et penser à la myosite, puisque le pronostic peut être dramatique. Et donc, un petit récap d'images qui peut nous faire le lien avec l'atteinte pulmonaire, et qui a des images qui se chevauchent, comme dans le synthétase, qui est une myosite. Et on peut aussi avoir donc, des dermatomyosites avec des atteintes un peu plus spécifiques. Les MDA5, vous voyez, qui vont avoir des atteintes un peu plus particulières. Donc voilà, donc pour résumer le premier point des atteintes poumon-peau, et donc de l'auto-immunité des pathologies inflammatoires. Donc dans le cadre des maladies systémiques, l'atteinte thoracique pulmonaire est souvent un élément déterminant du pronostic et du diagnostic. Et l'atteinte cutanée peut être un mode d'entrée assez fréquent dans la maladie qui permet un diagnostic précoce, notamment de pathologie et d'atteinte sévère. Le deuxième point, c'est le point infection qui va relier poumon et peau. À vous. Jeune homme, c'était il y a 15 ans, 10 ans, exactement. Une maladie de Kaposi. Alors du coup, une maladie de Kaposi, un scanner thoracique est demandé par l'infectiologue. Que pouvez-vous voir sur le scanner thoracique? Rien, le scanner est normal. Il y a des ganglions, des nodules solides, des lignes septales, d'épaississement septal ou réticulation interloculaire, et des micronodules de distribution périlymphatique. Tout, bravo, super. Donc on peut tout avoir, en effet. La maladie de Kaposi, c'est une atteinte maligne. Alors certains parlent de sarcome de Kaposi. Alors beaucoup n'aiment pas ce terme parce que c'est pas une histologie de sarcome, mais bon, ça se discute. C'est une atteinte maligne opportuniste qui est liée à HGG8. Il y a deux formes particulières en imagerie. Une forme nodulaire, avec des nodules qui peuvent être bilatéraux, de contours irréguliers, avec des épaississements et des condensations qui peuvent avoir un bronchogramme aérien. Il peut y avoir un petit signe du halo périphérique. Et une forme infiltrante qui est plutôt la forme interstitielle avec des épaississements péribroncovasculaires, des lignes septales. Les deux formes peuvent coexister. La prédominance est plutôt moyenne et inférieure. Et la distribution plutôt centrale et péribroncovasculaire. Il peut y avoir des adénomégalies, il peut y avoir des épaississements, notamment des épaississements chileux par compression ganglionnaire dans 20% des cas, qui peuvent être à l'origine aussi du diagnostic. Donc vous avez je vous mets plusieurs images et planches de ces patients. 47 ans, VIH positif, ce sont des patients récents. L'infection par VIH continue d'augmenter, est présente en tout cas, avec une atteinte nodulaire assez diffuse qui peut donner un aspect de pseudomiliaire. Vous avez ici une petite atteinte cutanée que l'on peut même retrouver sur le scanner, lorsqu'on le sait. Vous avez ici la petite atteinte cutanée, avec une hépatomégalie possible et une splénomégalie, puisqu'on voit bien ici pour le clinicien qu'elle déborde sous le rebord costal, donc normalement vous pouvez la palper.
Un patient de 23 ans qui est VIH positif avec une atteinte péribroncovasculaire, vous voyez bien la prédominance dans les territoires inférieurs avec à la fibroscopie l'atteinte assez typique framboisée des muqueuses. Enfin, un jeune homme de 28 ans qui est VIH positif, qui était connu mais qui avait arrêté son traitement et qui arrivait aux urgences avec un épaississement péribroncovasculaire très marqué, des nodules flous, certains en halo, des condensations, avec une atteinte qui prédomine dans les territoires inférieurs. Et vous avez aussi cette petite atteinte périlymphatique et scissurale qui traduit l'atteinte très péribroncovasculaire. On est toujours dans le cadre des infections, et vous avez un jeune homme de 36 ans qui vient aux urgences, il a du mal à manger. Donc il y a une radiographie thoracique systématique dans le cadre des urgences. Est-ce que vous pensez à quelque chose de particulier? Bravo. Bravo. En effet, c'est un patient qui avait des emboles septiques à staphylocoque. Et donc on a un scanner thoracique réalisé. Il n'y avait pas de thrombophlébite jugulaire, mais vous avez ici une atteinte périphérique avec des lésions qui se sont excavées à 15 jours, qui traduisent, on peut avoir dans des germes comme le staphylocoque, avec une nécrose qui peut arriver ou au moment du diagnostic ou après. Un jeune homme de 28 ans. Alors, pas d'attente aiguë. Il les infecte, mais ça persiste. Donc, il décide de consulter aux urgences. Petite altération de l'état général, mais... La plaie n'arrive pas à cicatriser. Ça le motive à aller consulter. Il n'a pas de médecin traitant. Il va consulter aux urgences. Et puis, vous avez, ok, vous n'allez pas vous aider sur la clinique, puisque les pneumologues n'ont peut-être pas assez de dermato, mais vous avez en tout cas l'accès à la radiographie thoracique. Exactement, vous avez tous vu du coup l'atteinte du champ pulmonaire supérieur gauche, et donc une radiographie. Ah oui, exact. Et l'ajustement du médiastin, bien vu. Et donc vous avez l'atteinte du champ pulmonaire supérieur gauche, je rappelle, avec une condensation, l'élargissement du médiastin en effet avec des adénomégalies, vous voyez l'espace médiastinal postérieur. Et en fait, cette atteinte cutanée est en lien avec une lyse et un abcès, qui est en rapport avec une atteinte hépatique. Et vous voyez ici avec des reconstructions de volume en urine, des reconstructions volumiques. C'est un patient qui a développé en plus une épidurite sur une tuberculose. Donc la tuberculose est hélas une maladie infectieuse assez fréquente, très fréquente, souvent des terrains de faible immunité. Et l'atteinte cutanée, elle est souvent secondaire, alors ou à une atteinte généralisée, donc une miliaire, ou ça peut être une localisation de voisinage, un ganglion, une os, de l'os, une articulation qui vont fistuliser à la peau. Et on parlera à ce moment-là de scrofuloderme, comme chez ce patient qui avait donc un scrofuloderme, c'est-à-dire qu'il fallait rechercher en face de cette cicatrice, en face de cette plaie, il fallait rechercher un foyer directement adjacent. C'était donc l'atteinte hépatée et hépatique que vous voyez ici, avec l'atteinte osseuse, mais il ne fallait pas se contenter de ça. Il fallait faire un scanner thoracique pour pouvoir voir l'argument pour la tuberculose. On peut aussi avoir des disséminations à distance, et on appellera à ce moment-là ça des gommes tuberculeuses. Et inversement, on peut avoir aussi une tuberculose sans atteinte cutanée, c'est le plus fréquent, qui est traitée, et le traitement peut être à l'origine d'une atteinte cutanée secondaire, avec la rifampicine qui peut donner des atteintes aussi cutanées. Donc vous avez des patients aussi avec des gommes syphilitiques, ce sont des gommes qui se font, donc c'est des images cutanées à distance de l'infection, c'est ici une miliaire, avec une atteinte aussi ganglionnaire. Alors, je pense que vous avez aussi une grande expérience de la tuberculose, il y a plein d'atteintes qui se chevauchent. Classiquement, on dit qu'on a la miliaire et la bronchiolaire, mais en fait, on se rend compte qu'on peut avoir une miliaire et une bronchiolaire associée, une atteinte ganglionnaire. On peut aussi avoir de tout, c'est une imagerie assez floride et extrêmement intéressante, et donc avec des gommes en rapport avec la miliaire. Vous avez ici chez cette femme, une atteinte mammaire qui est en rapport avec un abcès mammaire qu'on peut retrouver aussi sur les images de reconstruction volumaire de ring. Et je vous ai mis ce tableau, donc bien entendu l'idée c'est pas de le lire, il y a beaucoup d'informations, mais je trouvais juste intéressant. Vous voyez qu'il y a des atteintes donc, infectieuses directes avec le scrofuloderme. On a vu chez ce jeune patient pour chercher un foyer en regard. Les gommes qui sont des atteintes à distance, il va falloir chercher du coup une atteinte hématogène. On peut avoir donc les miliaires tuberculeuses qui peuvent donner des atteintes au regard. Et puis l'érythème moureux qu'on le retrouve, mais l'érythème moureux c'est bien une atteinte auto-immune. Il n'y a pas d'inoculum infectieux, c'est une réaction immune à la tuberculose, enfin à l'infection tuberculeuse.
et une jolie tuberculose résistante chez un patient georgien qui a 28 ans, qui j'aime beaucoup ces images parce qu'elles ont à peu près toutes les formes de type de pneumonie bronchiolaire avec une forme parapneumonique qui bombe la fissure, une nécrose, un bronchogramme aérien et puis vous avez des cavernes, c'est-à-dire des lésions et des nodules excavés et avec une prédominance dans les territoires supérieurs. Un petit dossier de la semaine dernière que je trouve intéressant, c'est une patiente qui est asiatique, qui a 25 ans, qui a fait une tuberculose et qui était très bien traitée, assez compliante, mais qui revient parce qu'elle a cette atteinte cutanée. Et donc, une imagerie a été refaite et vous voyez que c'était bien des ganglions calcifiés anciens. Il n'y avait pas d'argument pour une tuberculose active, qui était la question du clinicien. Est-ce qu'il existe un argument pour une réactivation du tuberculose? Non, on avait des nodules calcifiés, un peu de bronchiolite constrictive, avec une perfusion en mosaïque. Et puis, on zoome un peu et vous voyez qu'avec des reconstructions, c'est notre façon, à nous, en tout cas à moi, radiologue, de faire la clinique, de mettre ces images-là. Et là, en fait, cette image-là, elle était extraite et elle correspondait ici au niveau du tragus à une petite calcification, et ce qui a permis de rassurer le patient en retirant la calcification et de se dire que c'était probablement en rapport avec des séquelles tuberculeuses. En tout cas, les soins vont dire. On est toujours dans le chapitre infection. Alors, on a fait les bactéries, on a fait des mycobactéries. C'est un érythème polymorphe qui est en rapport avec, ici en tout cas, un mycoplasme assez classique selon les infectiologues d'avoir un érythème polymorphe dans certaines infections virales. Là, c'était une infection à mycoplasme. Alors, les infections à mycoplasme, classiquement, on dit que ça donne plutôt une atteinte interstitielle en verre dépoli, mais ça peut donner aussi des véritables foyers de type PFLA avec des condensations, un bronchogramme aérien. Et puis, ça peut même donner une atteinte avec un poumon en 3 densités, une atteinte à la fois bronchiolaire et une atteinte interstitielle. Donc, c'était ce jeune homme qui avait une atteinte des muqueuses et une atteinte cutanée. Enfin, on n'a pas parlé d'autres infections qui sont les infections fongiques. Et donc, c'est le dernier patient de cette gamme. C'est donc une cryptococcoge sur un patient de 32 ans qui est VIH positif au stade SIDA, avec une atteinte cutanée ici. C'est ce patient-là qui a un nodule en halo qui correspond à cette atteinte cutanée. Et puis on voit ici des atteintes cutanées en lien avec une cryptococcose. Enfin, presque, on est arrivé en abouti sur le troisième plan qui est la génétique. Et donc c'est un jeune homme de 53 ans qui est le mari de la cadre de pneumologie et qui vient pour un bilan de pneumothorax. Donc vous avez vu des images aériques au sein, donc on arrive sur quelques images aériques et donc on part sur le bilan d'une pneumopathie kystique avec ces images aériques qui prédominent un peu dans les territoires inférieurs. Quel diagnostic vous évoquez? Donc vous avez mis toutes les gammes, pour les rappels, qui donnent des pistes dans tout le monde. Vous êtes parti sur un syndrome de Burke-Hub-Dubé. En effet, il avait une atteinte cutanée, des follicules cutanés, qui n'étaient pas connus, donc il n'avait pas de pathologie familiale rapportée. C'est intéressant et c'est important d'évoquer. On l'évoque plus peut-être parce qu'en tout cas, moi je l'évoque plus parce que je le connais plus. Et on évoque ce qu'on connaît. C'est une maladie génétique qui est rare, dominante autosomique, et l'important c'est que ça va donner des atteintes, enfin une mutation des gènes follicules, des atteintes cutanées, rénales et pulmonaires. Donc les atteintes pulmonaires, c'est essentiellement des kystes. On peut avoir une paroi lenticulaire, une prédominance dans les territoires inférieurs, plutôt péribronchovasculaire, une image qui est quand même assez pathognomonique. Quand vous avez ça, des images très lenticulaires dans les territoires inférieurs, plutôt péribronchovasculaires, il faut y penser. Et surtout l'atteinte rénale, puisqu'on sait que c'est des patients qui peuvent développer des tumeurs rénales, et donc l'importance du diagnostic génétique, et surtout pour les patients, leur proposer un suivi par une imagerie régulière, une imagerie rénale. Donc c'est pas tant sur la maladie kystique, qui peut être gravissime, mais avec les pneumothorax, mais c'est surtout sur le potentiel malin rénal pour leur proposer ce type d'imagerie. Vous avez ici quelques images follicules, et puis on peut aussi avoir des atteintes cutanées dans la sclérose tubéreuse de Bourneville, qui va s'associer plutôt à des pathologies de type lymphangioléonomatose comme pathologie kystique. Et la lymphangioléonomatose, je vous ai mis un exemple ici. Ce sont des multiples kystes ronds, diffus, épars, qui vont toucher l'ensemble du parenchyme pulmonaire, qui peuvent s'associer aussi à une atteinte rénale, mais de type angiomyolipome, c'est-à-dire de la graisse. Il reste une minute. C'est parfait. Cancer, je ne vais pas développer. Il y a les hippocratismes digitales que vous connaissez mieux que moi, qui peuvent traduire une hypoxie, mais il me semble qu'on ne connaît pas bien le mécanisme.
qu'on peut trouver dans des fibroses, dans des pathologies interstitielles chroniques, mais aussi dans des cancers qui peuvent révéler chez un patient de la VGT, des nodules pulmonaires. Mais on a aussi toutes les pathologies tumorales qui sont traitées notamment par des immunothérapies qui peuvent être à l'origine de pathologies cutanées et qui peuvent être assez invalidantes pour le patient, pour ceux qui ont de l'acné, ça peut être compliqué pour eux. Et enfin, les médicaments, on a les médicaments donc, pour les mélanomes, donc, qui peuvent être à l'origine d'atteintes pulmonaires comme des pneumopathies d'hypersensibilité, comme vous avez ici avec une atteinte un peu diffuse, avec une atteinte bronchiolaire. Donc je vous ai mis une petite image ici de pneumopathie d'hypersensibilité. Mais ça peut aussi donner des infections opportunistes avec le méthotrexate qui est souvent utilisé pour le mélanome ou les autres thérapies anti-PDL1. Et vous avez ici un patient de 53 ans qui est suivi pour une spondylarthropathie ankylosante, traité par méthotrexate et qui fait une atteinte de type sarcoïdose lac avec une atteinte diffuse biliaire et ganglionnaire. Mais on peut aussi avoir des atteintes de type tuberculose qu'il faut absolument évoquer chez les patients qui sont sous méthotrexate. Voilà, donc pour conclure, plein d'étiologies, une interaction peau-poumon qui est assez nombreuse. Nous, du coup, on peut essayer d'aider au maximum le dermatologue. Aussi à nous de penser à aller faire une consultation dermatologique, notamment pour avoir des arguments pour une maladie auto-immune, on a dit un MDA5 ou autre. Et la liste n'est absolument pas exhaustive. Voilà, merci de votre attention. Merci. Qui est très riche en iconographie. Et on ouvre dans la discussion. 5 minutes de discussion. Merci bien pour cette excellente présentation. Dans notre pratique, on a des malades qui ont des connexivités, sclérodermie, connexivite mixte, et qui font des poussées de fibrose. Et on se pose la question pour le traitement, est-ce que c'est le traitement de la maladie primitive quand ils font, ou c'est le traitement de cette fibrose qu'il faut étirer? Donc c'est une question pour les pneumologues et pour les radiologues. C'est un cas c'est un malade que je suis actuellement. Voilà. Donc s'il y a une sclérodermie, il fait sa poussée de fibrose, la corticothérapie n'est pas le bon traitement pour cette fibrose. Donc c'est une question de pneumo. Dans mon prisme, je vais dire que l'atteinte pulmonaire étant la plus grave, elle est prioritaire. Mais après, je vais laisser les collègues. Est-ce que c'est les mêmes poussées de la maladie primitive ou ça pouvait être sur l'atteinte cutanée? Non, je parle de pulmonaire. Sur l'atteinte pulmonaire? Alors, dans les sclérodermies, en tout cas, ce qui est assez connu, c'est que souvent, c'est des atteintes de type PINS, donc qui ne changent pas forcément de type de pattern. Dans les atteintes PINS-PO ou d'autres patterns sont quand même moins fréquents en effet donc ce type de pattern. corticothérapie. Donc il faut chercher des pathologies opportunistes, surtout quand on a une atteinte infectieuse, il faut chercher une décompensation cardiaque, une atteinte opportuniste infectieuse et éventuellement une cause médicamenteuse possible. C'est ma réponse avec le prisme radiologique, mais je vais laisser les cliniciens répondre. Merci. S'il vous plaît, dans le mode chronique, à quel stade on peut voir une atteinte pulmonaire et comment l'expliquer? Par rapport à l'érythème noeux, alors 50% des érythèmes noeux n'ont pas de cause. Il n'y a pas toujours une imagerie qui est faite systématique devant un érythème noeux. Le bilan il est assez vaste parce qu'on voit qu'il peut y avoir des atteintes thoraciques, des atteintes digestives. Donc l'exploration de l'érythème noeux, clairement, c'est pas la porte d'entrée la plus fréquente vers l'imagerie thoracique. Je m'en suis servi pour aborder des pathologies thoraciques, mais clairement, en général, il y a quand même très peu d'imagerie complémentaire devant l'érythème noeux.